Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir ce soir M. El Natour, juriste palestinien, qui va nous évoquer les questions des camps palestiniens. Mais je crois que ça fait vraiment sens que vous soyez ici. Vous avez été invité par l'association Imhotep, qui est l'association d'étudiants ici présente. Ça fait sens, je crois, à plus d'un titre. Tout d'abord, vous êtes dans une école d'architecture. Et une école d'architecture, c'est vraiment le lieu de formation de citoyens qui vont avoir pour mission, ensuite, dans leur vie d'architecte, d'être au service du bien commun, d'être des acteurs sur l'espace public, sur l'habitat, sur le vivre ensemble. Ça va être réellement des personnes, des femmes, des hommes qui vont être déterminants pour la vie sociale, pour la vie collective. Parce que l'architecte, il a un défi permanent. C'est celui-là, effectivement, de faire vivre la diversité des territoires, la diversité des populations, avoir la capacité de proposer un habitat digne, un habitat adapté à l'ensemble des besoins contemporains. Et quand je dis ça fait sens aussi d'être ici à Saint-Étienne. Parce que Saint-Étienne, c'est une ville extrêmement atypique en France. Elle a été créée quasiment ex nihilo à la fin du XVIIIe siècle pour des contingences et des nécessités de développement industriel. Et sa population, de fait, n'est constituée par toutes les immigrations, par toutes les réfugiés que l'on va trouver au cours de l'histoire. On y lit réellement dans cette ville, dans son peuplement, toute l'histoire contemporaine des crises économiques et des crises diverses. On va y trouver l'exode rural des Auvergnats, pas très loin d'ici. On va y trouver des Polonais, des Arméniens, des Turcs, des Italiens, des Espagnols, des Portugais, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens et aujourd'hui des Syriens. Et je crois que cette physionomie, cette composition en même temps fait écho par rapport à ce que vous nous allez nous présenter et nous expliquer. Donc merci à nouveau d'être présent ce soir à l'école d'architecture de Saint-Étienne. Bon, à mon tour, je vais essayer aussi de faire court pour donner la parole à notre ami Souheil Natour. Donc, moi, je suis Kamel Chenoufi, universitaire de Lyon 2, je suis prof en sciences d'éducation et en sciences sociales et anthropologie. Alors, je tiens d'abord à remercier l'association des étudiants qui nous a accueillis. Et je céderai la parole aussi à notre ami ici présente qui ont bien accepté de nous recevoir, monsieur le directeur également. Dans vos murs, nous avons aussi visité, vu votre installation et puis surtout observé vos concepts. Vous travaillez sur des choses pertinentes. Et comme vous l'avez rappelé à juste titre, ce n'est pas un hasard si on est aujourd'hui avec vous, parce que vous êtes les acteurs qui agissent sur l'organisation de la cité, sur l'organisation de l'espace. Et on souffre grandement dans ces camps de réfugiés palestiniens au Liban de ces carences-là, donc de déficit d'organisation et d'aménagement du territoire. Donc on va en parler également. Je voulais aussi remercier toutes les composantes de ce collectif qui a œuvré et mobilisé sur Saint-Étienne pour l'organisation de cette manifestation. Je cite la FPS, la Ligue des droits de l'homme, il y a également le mouvement BDS, il y avait, je pense, Amnesty International a participé également, la section locale, non. Bon, en tout cas, il y avait beaucoup de partenaires, d'acteurs que j'oublie certes pour certains, qui ont participé à l'organisation et que j'ai eu l'honneur de connaître et de travailler avec eux tout au long de cet été, malgré les vacances. Et on a réalisé ce que vous voyez aujourd'hui devant vous, cette
accueil de Souheil Natour, qui va vous porter le message qu'il souhaite développer ici avec vous, de nos chers frères réfugiés palestiniens au Liban, qui souffrent d'une situation particulière. Et donc j'espère que cet échange et la réflexion qu'on va mener ensemble permettrait d'infléchir quelque peu, même si on est un peu dans l'utopie, d'infléchir les politiques internationales sur le terrain au Liban et de permettre l'octroi de certains droits, parce qu'on est dans une situation de non-droit s'agissant des camps palestiniens au Liban. Donc je ne vais pas m'étendre davantage. Je cède la parole à Atidel, qui a été un peu le coordinateur avec les gens de l'école. Je cite Leïla Ben-Sherif aussi, qui a œuvré pas mal pour cet échange et permettre la réalisation de cet événement, comme la présidente de l'association des étudiants aussi l'avait fait et accepté d'être aussi la cheville ouvrière avec nous pour la réalisation de cette manifestation. Donc à Atidel, si elle veut bien. Bonsoir à tous. Moi, je ne vais pas m'éterniser. Je pense que l'introduction a été complète. Juste simplement, effectivement, rappeler le contexte de préparation de cet événement ici à Saint-Étienne, qui a eu lieu grâce à l'organisation et la préparation de plusieurs associations. Et on citera donc la Ligue des droits de l'homme de Saint-Étienne, l'association Imhotep qui a joué un rôle phare, la Ligue des droits de l'homme de Roanne, l'AFPS, et puis, bien entendu, la présence d'autres associations que nous remercions. Et nous remercions avant tout Monsieur le Directeur pour avoir accepté de nous recevoir avec Souheil et d'aborder ce sujet sur un plan, je dirais, universitaire et académique, qui concerne aussi l'école d'architecture, puisque cette notion d'espace sur la question de l'encampement et de l'espace géographique qui sera pleinement au cœur, j'espère, de cette présentation. Et en même temps de sublimer un petit peu les questions qui sont d'ordre international, un petit peu crispées sur des aspects négatifs, mais plus réfléchir à une construction, pour bien utiliser le terme en adéquation avec vos travaux, d'une construction de paix, de vivre ensemble, d'un vivre agréable de votre quotidien. Et nous attendons maintenant la prise de parole de Souheil. Nous aurons un modérateur, donc Kamel, et bien sûr on aura la possibilité d'échanger tous ensemble. Voilà, je vous remercie tous. Bonsoir à tous. Promis, je ne vais pas faire très très long parce que je pense que ça a déjà été beaucoup de choses ont déjà été dites. Moi, je veux juste vous parler de l'association Imhotep. Donc, on est une association de solidarité internationale qui a été fondée à l'école en 2012, donc c'est pas très vieux. Pour faire rapide et très simple, on a pas mal de projets à l'international, dont un projet au Burkina Faso d'un centre de danse. Et aussi, on a des projets à Saint-Étienne, donc on est association de solidarité internationale, mais aussi localement. En parallèle de ça, on organise des conférences, donc ce soir on est la preuve. On fait pas mal de conférences donc, autour de la notion de voyage, d'architecture, d'essayer de voir un peu une architecture, comment on peut dire, un peu particulière, atypique. Et sinon, on fait des workshops aussi pour essayer de voir un petit peu les matériaux, la terre, la pierre, le bois, enfin essayer de compléter un peu nos formations et d'en faire profiter les étudiants de Saint-Étienne et des autres écoles aussi du Rhône-Alpes. Voilà, je pense que j'oublie rien sur l'asso. C'est bon, j'ai eu un oui. Merci et bonne conférence à tous. Je commence par remercier tout le monde qui a participé à organiser, à m'offrir cette occasion de vous parler, de vous adresser de la chose pas fréquemment connue par le monde. C'est connu que l'occupation de la Palestine par les forces sionistes était
la raison de la catastrophe de 1948. C'est pour cela la majorité du peuple palestinien a été expulsée de son territoire et dispersée dans des pays voisins, au Liban, en Syrie, en Jordanie et en Égypte. Il y a une partie des Palestiniens qui a passé d'une partie à l'autre, c'est-à-dire de Haïfa vers Naplouse, donc à la Cisjordanie. Je ne veux pas détailler les choses comme ça directement parce que ça va prendre beaucoup de temps. La chose que on concentre cette expérience maintenant comme architecture à la situation au Liban. Les Palestiniens réfugiés qui étaient chassés étaient au nombre 110 000 au commencement. Qui, lorsqu'il y a la guerre et au nord de la Palestine, la Galilée, les gens, après les massacres sionistes pour eux, ils ont quitté vers le sud du Liban. Et au sud du Liban, ils étaient entassés sous les arbres, dans des grottes et dans des maisons. Après, en espérant qu'après 10 jours, il y aura le cessez-le-feu, puis ils ont le droit de retour. Surtout que, encore, l'ONU a pris une décision de droit de retour des réfugiés palestiniens chez eux. Alors, la situation que les Israéliens ont bouclé le chemin, il n'y a pas de droit de retour jusqu'à maintenant, après 70 ans d'occupation. Les Libanais, dans le temps, ils ont été coincés avec un problème. 110 000 personnes subitement sur leur territoire. Il n'y a pas de capacité à offrir d'aide à ces réfugiés. Et dans le temps, il n'y a pas des ONG, il y avait seulement les Quakers de l'aide américaine chrétienne, et il y avait quelques instances de la Croix-Rouge internationale. Dans ce temps, il y avait des listes de ces réfugiés. Les Libanais avaient peur que ces réfugiés ne resteront calmes en attendant le retour et que les Israéliens. Parmi eux, quelques Palestiniens essayaient d'infiltrer, puis les Israéliens ont tapé militairement sur eux. Il y avait beaucoup de pertes. C'est pour cela que les Libanais ont bouclé les chemins et ont transféré les Palestiniens en d'autres parties très loin de la frontière israélo-libanaise. Et c'est pour cela que les Palestiniens sont distribués 2 camps au nord du Liban, après Tripoli, c'est-à-dire après 400 km de la frontière. Et il y a un autre camp dans la Bekaa. C'était le siège d'une partie de l'armée française lorsqu'il y avait le mandat français au Liban. Et c'était pour l'armée, puis ensuite vidé par l'armée après l'indépendance du Liban. Il était transféré en camp pour les réfugiés palestiniens. La deuxième chose, il y avait au monde Liban chrétien quelques Palestiniens qui étaient ramassés à Dbaï et d'autres places, telles les Zatar. Troisièmement, à Beyrouth, il y avait le fameux camp de Shatila, Sabra et Burj el-Barajmi, et le petit camp qui a une tendance générale, qui est Saint-Élie, parce que la majorité était des chrétiens grecs orthodoxes palestiniens. Et comme ça, l'Église a hébergé ces gens pour quelques mois, puis ensuite elle a demandé de transférer sur une colline près de l'Église et a formé le petit camp Saint-Élie. À Saïda, c'est la plus grande agglomération qui a été chassée. C'est de la partie de la frontière vers après 50 km, puis ensuite à Saïda, les Palestiniens étaient ramassés là-bas. C'est pour cela qu'on entend toujours le camp de Ain el-Helwi. Et le camp de Ain el-Helwi, on entend toujours qu'il y a beaucoup d'accrochages militaires et des problèmes. Et parfois, ils disent que les terroristes essaient de couper le chemin principal entre le sud et Beyrouth, le capitale du Liban. Lorsque on dessine qu'est-ce qu'il y a, et pour après imaginer en tant qu'architecte en général, voyez quelques chiffres qui vous aident à prendre. Premièrement, Nahr el-Bared au nord, établi en 1949. La surface, c'est 198 000
oui, 198 000 mètres carrés. Vous pouvez imaginer que 198 mètres carrés. La population, 35 000. Donc 35 000 vivent dans un espace de... Al-Baddawi, le numéro 2, qui était établi après quelques années en 1955, 200 000 mètres carrés. C'est interdit d'élargir. Hein. C'est ça qui était... le nombre de la population à Baddawi, c'est 20 000 réfugiés palestiniens. Dans la Bekaa, on a dit que c'est Wefel, on l'appelle maintenant Jalil, au nom de Jalil. C'est 43 000 mètres carrés. La population, 8 000 réfugiés palestiniens. J'explique pourquoi 8 000, pas plus. Tyr, dans la région de Tyr, Bourj Shamali, 135 000 mètres carrés. Et Bourj Shamali, 20 000 personnes, 20 000 réfugiés. Rachidi, plus grand, 270 000 mètres carrés sur la côte. Rachidi, c'est 30 000 Palestiniens. El-Bas, au commencement de Tyr, 80 000 mètres carrés, qui était avant construit pour les réfugiés arméniens, puis ensuite qu'ils ont quittés et transférés pour les Palestiniens. El-Bas, 10 000 Palestiniens réfugiés chez eux. À Saïda, le plus grand, c'est Al-Hilwi, 300 000 mètres carrés. Et à Saïda, Al-Hilwi, 30 000 Palestiniens réfugiés enregistrés là-bas. Il y a un petit camp, Miyoumi, 55 000 carrés. Et le Miyoumi, la population de Miyoumi ne dépasse pas le 10 000 personnes. À Beyrouth, il y a Marilias seulement. Du point de vue administratif libanais, à Beyrouth, à l'intérieur de Beyrouth, c'est Marilias, Saint-Élie. 5 000 mètres carrés. Avec, ils disent, l'enregistrement officiel de l'UNRWA, 2500 personnes. Pratiquement, maintenant, c'est à peu près de 6 000 Palestiniens. Au mont du Liban, il y a Burj el-Barajni, Shatila, Tikwani, Tel el-Zatar et Jisr el-Basha. Tel el-Zatar était démoli complètement par les forces libanaises pendant la guerre civile et Jisr el-Basha était encore vidé par les forces libanaises et transféré à l'extérieur pour Beyrouth-Ouest. Donc, le gouvernement libanais n'a pas autorisé les Palestiniens à reconstruire ces camps après la paix. Il y avait un autre camp au mont du Liban qui s'appelle Nabatiye, dans la région chiite, et c'était un grand camp, 100 000 mètres carrés, avec 60 000 Palestiniens, mais encore détruit par une attaque israélienne aérienne qui a démoli complètement le camp, et il y avait beaucoup de pertes. Et après cela, les Libanais ont refusé de la reconstruire. Les propriétaires des terres libanais ont regagné leurs terres et construit après eux. Le Shatila est un petit camp. C'est à peu près 40 000 mètres carrés. Et Shatila, d'habitude, l'enregistrement, 7 000 Palestiniens. Pratiquement, maintenant, ne dépasse pas 2500. 2500. Et Burj el-Barajni, le plus grand à Beyrouth, sur la rue de l'aéroport, 100 000. Burj el-Barajni, oui, c'est à peu près de 100 000, 105 000 mètres carrés, avec une population de 16 000 Palestiniens. Pourquoi je dis ça? C'est parce que savoir un bâtiment ordinaire ici,
comment la surface et combien de gens qui vivent et faire la comparaison avec la situation des Palestiniens. Et cette situation était conclue par l'ONU et le gouvernement libanais. C'était l'ONU à travers l'UNRWA, l'agence de secours pour les réfugiés palestiniens au Liban. C'est l'équivalent du HCR. Oui, parce que nous ne sommes pas couverts par l'UNHCR. Les gens habitant dans les camps, c'est la moitié des réfugiés palestiniens au Liban. L'autre moitié avait la capacité de passer dans des villages et dans des cités pour habiter là-bas. Au commencement, ça a été un peu facilité par le fait qu'il y a quelques-uns des Palestiniens avaient de l'argent, ils ont cherché cet argent avec eux, ils avaient la capacité d'acheter des maisons ou bien de louer des maisons. Et acheter des maisons était considéré comme des frères arabes obligés à quitter leur pays. Donc, l'enregistrement dans le cadastre, c'était officiel. Comme le Syrien, l'Irakien qui achète au Liban une propriété. Avec le processus de temps, c'était interdit. Donc, nous sommes, toutes ces paroles ont commencé en 1948. L'édification des camps complétée en 1955, complètement. Près des cités. Pourquoi près des cités? C'est parce que la main-d'œuvre palestinienne sera absorbée dans les marchés libanais et ils doivent être près des cités pour passer parce qu'il n'y avait pas beaucoup de rues asphaltées dans le temps de 1948. Maintenant, la situation est différente parce que le Liban est très modéré après. Ces Palestiniens offrent des main-d'œuvre moins payées que les Libanais. Dans le temps, il n'y avait pas de dire il y a une concurrence ou bien une compétition entre la main-d'œuvre libanaise et la main-d'œuvre palestinienne. Pourquoi? Parce qu'il y avait un incident qui est passé dans le Moyen-Orient qui a facilité la tâche à deux peuples à coexister. La découverte du pétrole dans les pays du Golfe. Les Américains ont découvert le pétrole en Arabie Saoudite et British Petroleum en Koweït. Ces gens, ces Américains anglais, ils ont besoin d'un interprète qui parle l'anglais et qui sait la langue arabe qui peut coexister avec les Bédouins de ces pays. Qui est offert? Les Palestiniens, les Égyptiens. Parce qu'on était sous le mandat britannique, on a étudié la langue anglaise, tandis que les Libanais et les Syriens sous le mandat français ou bien l'occupation française. Et ils avaient étudié la langue française. Les Américains et les Britanniques ne veulent pas des parlants franco-arabes, ils veulent des anglo-arabes. Et c'est pour ça, c'était une occasion pour les Palestiniens à aller et à travailler. On a ramassé beaucoup d'argent. Envoyer l'argent. Lorsque je travaille au Koweït, j'envoie l'argent à ma famille dans le camp. Alors, la situation du camp. Le camp, surface très limitée. Les maisons étaient autorisées d'avoir un rez-de-chaussée avec du zinc de plafond. Interdit de construire de plafond avec le ciment. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas les propriétaires des terrains. Les terrains étaient offerts soit par le gouvernement libanais pour construire les camps en accord avec l'UNRWA, soit par des dons des personnes qui ont les propriétés. Shatila, par exemple, le fameux Shatila, c'est la famille Shatila qui a la propriété foncière, qui a ordonné les Palestiniens, venez et restez là-bas pour le temps de retour, jusqu'à le retour. Et comme ça, il y avait un accord, il y a quelques portions de terrain de propriété privée. Et comme ça, lorsque la destruction du camp de Nahr el-Bard était faite dans la guerre des terroristes avec l'armée libanaise, il y avait des portions de terrain pour le gouvernement libanais et les municipalités, et il y a des portions pour des propriétés privées. Les propriétaires privés, par la loi libanaise, ont le droit de reconquérir leur terrain si le bâtiment était détruit.
ils peuvent empêcher la reconstruction du bâtiment. Le gouvernement libanais était obligé d'acheter obligatoirement par une loi ces territoires pour la reconstruction du camp. C'est pour cela l'argent qui est venu de l'aide internationale pour la reconstruction du camp de Nar el-Bared, une partie était dans les poches des Libanais, des propriétaires des terrains. C'est pour cela jusqu'à maintenant, après 10 ans de la construction et avec une certaine corruption de quelques employés gouvernementaux, le camp de Nar el-Bared est construit à moitié. 35 000 Palestiniens réfugiés étaient obligés à quitter leur maison parce qu'ils ne sont pas les terroristes, et le gouvernement a demandé éviter l'éviction de ces Palestiniens facilement, puis ensuite ils ont bombardé les camps. Après, avec une promesse de reconstruire, la coopération palestino-UNRWA libanaise de chercher l'argent, ils ont demandé à la communauté internationale 250 millions de dollars pour la reconstruction. Les sont payés par la communauté internationale, mais la reconstruction jusqu'à maintenant, c'est à moitié du camp. Jusqu'à maintenant, on a des déplacés des camps dans d'autres régions et sans aide, sans abri. La situation encore, parce que l'étendue n'est pas grande, il n'y a pas de points de production et d'absorption de la main-d'œuvre des Palestiniens. Il n'y a pas des fabriques. Jamais on ne peut pas. Il y a quelques places pour des grosseries, des barbiers, des choses comme ça à l'intérieur du camp, mais il n'y a pas des grands... Donc, le marché, c'est à l'extérieur du camp, et donc il faut passer à l'extérieur pour... Alors, pour travailler, on revient pour le droit de travail, comment on accable les choses. Mais dans les camps, il n'y a pas que les écoles de l'UNRWA. Et les écoles, l'UNRWA dit le droit pour chaque humain à l'éducation est universel. Et dans les listes, on peut dire que le droit, cela veut dire primaire, élémentaire, secondaire, universitaire. L'UNRWA dit on n'a pas beaucoup d'argent pour l'éducation des Palestiniens. Donc on fixe nos capacités sur primaire, élémentaire. Donc dans les écoles de l'UNRWA, dans les quartiers de Gaza, Cisjordanie, Transjordanie, et Syrie et Liban, c'était au niveau de brevet élémentaire. C'est-à-dire, après le secondaire, dans les pays arabes, et en Égypte, de Gaza, en Jordanie, en Syrie, ils acceptent le secondaire palestinien. Au Liban, au commencement, depuis l'année 48 jusqu'à 80, ils acceptaient les Palestiniens dans les secondaires officiels libanais. Après, ils ont dit, non, 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 il n'y a pas de place. On a besoin de vider les places pour les enfants libanais. Donc, ils ont chassé les Palestiniens des secondaires officiels libanais. Comment résoudre ce problème? À ne pas couper le chemin à l'éducation des Palestiniens. On a fait appel commun OLP, UNRWA, à la communauté internationale, qui ont ramassé beaucoup d'argent avec la participation de quelques millionnaires palestiniens à l'extérieur du Canada, d'Amérique, et pour construire quelques classes pour les secondaires dans les écoles de l'UNRWA. Et à l'exception de tous les... Dans la région, il y a seulement les secondaires au Liban pour étudier. Donc, il y a des choses qui sont créées, mais ensuite, on essaye de résoudre le problème par une tournure sur la situation. Les Libanais ne peuvent pas dire empêcher l'UNRWA à construire une autre chambre pour éduquer les secondaires. Par la loi, c'est illégal. Par le fait accompli, ils ne peuvent pas jamais, c'est scandaleux de dire on ne veut pas... donc ça a passé comme ça, et le fait accompli, c'est la relation de la communauté palestinienne sur le terrain avec les lois libanaises inacceptables du point de vue humanitaire. Dans ce sens,
est-ce qu'il y a des centres pour la santé palestinienne? Oui. L'UNRWA a créé des centres, des cliniques pour les services sanitaires primaires. Oui, primaire, c'est-à-dire, et il y avait une chose de moquerie, plaisanterie palestinienne très générale, parce que lorsqu'un homme qui a le cancer passe chez le docteur, il lui donne la prescription. C'est un certain rouge, l'autre qui a un appendice, dawa. Donc toujours, j'ai malade et le résultat c'est la même chose, la répétition. Le nombre de décès des Palestiniens augmente chaque jour. Et donc les Libanais, ils ont un hôpital au Liban pour le gouvernement et un hôpital créé par les Français qui s'appelle Hôtel Dieu. L'Hôtel Dieu a reçu beaucoup de Palestiniens, a donné beaucoup de services pour les Palestiniens plus que l'hôpital libanais officiel, en disant qu'on n'a pas beaucoup de budget pour les services sanitaires des Palestiniens, il faut arranger les choses. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas résolu. Ce qui a minimisé les pertes et a allégé quelque chose, c'est que l'OLP, pendant l'ascendance de la présence au Liban, a créé la Croix-Rouge internationale, la Croix-Rouge palestinienne. La Croix-Rouge palestinienne a édifié des hôpitaux près des camps. Donc à Tyr, on a un hôpital. À Ain el-Hilwi, on a un hôpital. À Tripoli, on a un hôpital palestinien. Au nord, on a un hôpital. À Baalbek, on n'a pas un hôpital. À Beyrouth, à Bourj el-Barajni, on a un hôpital. À Ceyda, Ain el-Hilwi, le grand hôpital. Et à Tyr, al-Bas, on a un petit hôpital encore. Les hôpitaux doivent avoir une permission officielle libanaise du ministère de la Santé. Si le ministre est ce qu'on appelle nationaliste panarabiste, il donne l'autorisation facilement pour les Palestiniens. Et ça facilite son tâche. Parce qu'il ne veut pas que les Palestiniens reviennent chaque jour téléphoner. On a un malade, il faut une opération chirurgicale, on n'a pas l'argent, aidez-nous. Comme ça, non. Vous avez un hôpital, j'ai autorisé la création de l'hôpital, c'est votre boulot d'arranger les choses. Et s'il est non anti-palestinien, anti-présence palestinienne, il y a des ministres et des députés comme ça, jamais on n'autorise pas les Palestiniens. Et si l'autorisation a été faite avant, on ne peut pas retirer l'autorisation. Donc il y a un bâtiment, il y a des docteurs palestiniens qui travaillent. Qui a autorisé ces docteurs à travailler? Ils devaient être membres du syndicat, parce que les professionnels, ce n'est pas la loi de travail, c'est la loi des syndicats au Liban. Donc si tu es un docteur palestinien, tu dois être membre du syndicat libanais. Tu passes à la demande au syndicat libanais, tu dois être libanais depuis plus de 10 ans. Je suis palestinien, je ne peux pas être libanisé. Et vous, le gouvernement, officiellement, vous êtes contre la naturalisation des Palestiniens. Et comment refuser un docteur à travailler? Ah, non, non, non. On ne refuse pas. Ménager la chose avec une acceptance du syndicat, et si ça va. Dans l'architecture et les ingénieurs, ils ont accepté de faire une partie. La condition pour le Libanais, la condition scientifique, etc., et avec la carte d'identité libanaise, ça va. La condition pour les Arabes, y compris les Palestiniens, les conditions scientifiques, avec démonstration de réciprocité. Réciprocité, c'est-à-dire le gouvernement libanais a un accord signé avec un autre pays, comme la France par exemple, et que le Français peut travailler au Liban comme architecte, si la France autorise le Libanais à travailler en France. Bon.
Nous, les Palestiniens, on dit bienvenue en Palestine à travailler. Ils disent, mais non, on ne peut pas passer en Palestine parce que le checkpoint à l'entrée, c'est israélien. Et le cas de belligérance entre Israël et les Libanais empêche les Libanais de visiter Israël et visiter Palestine à travers la porte israélienne. L'accord de Oslo n'a pas résolu le problème, au contraire, ça a compliqué le problème. Donc, un Palestinien gradué de l'université, capable de travailler comme professeur, même professeur à l'université américaine, il éduque les enfants de toute une catégorie dans l'école américaine, mais il n'a pas la capacité de guérir un seul malade parce que ça sera contre la loi libanaise, parce qu'il n'est pas membre du syndicat. Bon, pour traverser ça, on peut dire la raison qui n'est pas capable d'être pratiquée sera considérée par la loi nulle. Donc la réciprocité, ou bien le gouvernement libanais annule cette précondition, ou bien ferme les yeux sur l'application de ça. C'est fait. Et ils ont dit, oui, mais la réciprocité implique qu'il a pratiqué son travail 3 ans chez lui. C'est un réfugié qui est empoché par les Israéliens à retourner, même en Cisjordanie. Et comment retourner et pratiquer 3 ans, puis ensuite revenir au Liban, demander l'autorisation de pratique? C'est impossible, c'est ça la situation. Qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans le camp, il ouvre une clinique, et les gens, surtout les pauvres Libanais, viennent chez lui. Il gagne moins que le docteur libanais. Et il fait bon travail pour être accepté par beaucoup de clients. Et les Libanais savent ça. Et ils peuvent entrer à l'intérieur du camp, la police ordinaire, ils peuvent non, ils ne font pas ça. Parce qu'entrer la première fois, ça peut amener un accrochage, et ça sera une chose militaire entre la police libanaise et quelques milices palestiniennes. Si ça sera passé, la raison c'est quoi? C'est parce que pour empêcher le docteur de travailler avec les malades. Au Liban, même le public libanais ne peut pas accepter ce prétexte. C'est pour cela que le gouvernement libanais ferme les yeux sur la pratique des Palestiniens à l'intérieur des camps. Alors, lorsque on laisse ça, il y a beaucoup de gens qui seront encouragés à faire ça. Il y a des Libanais qui ne touchent pas beaucoup d'argent à travers des clients à l'extérieur des camps parce que c'est très cher. Ils passent en compagnie et avec les autres Palestiniens dans les camps pour le service des Libanais et des Palestiniens à moins cher et accepté. Donc, encourager, mais c'est là emprisonner les Palestiniens dans les camps. Ce type sera tout le temps chez lui héberger la maison, et une partie de la maison est clinique. On peut. La construction des maisons. Shatil a été bombardé par les Israéliens et rasé pendant le massacre. Je donne l'exemple pour vous. Comment construire ce petit camp de nouveau? Les Libanais disent, ce n'est pas notre responsabilité, c'est la responsabilité de l'UNRWA. L'UNRWA dit, on a peu d'argent pour construire le rez-de-chaussée. C'est ça, ce qui était permis par l'accord avec le gouvernement libanais depuis l'année 50 et qui n'est pas développé. Donc, comment faire? Des Palestiniens qui veulent vivre, donc ils veulent des maisons. Ok. L'entrée de matériel au camp de Shatila était permis parce que le camp a été rasé. On construit. Premier étage. Deuxième étage, ça va. Parce que moi, avec ma famille, et mon frère en haut, avec sa famille, on a payé beaucoup. On a besoin de l'argent. Donc, on dit, on cherche un peu d'argent endetté, on construit une troisième, puis ensuite, on fait louer. Donc, on commence. Il y a des bâtiments
de 7 étages à Châtillon. 7 étages. Pas d'architecte. Pas d'architecte. Parce qu'on ne peut pas entrer le bulldozer pour faire des bases et des. Donc, tu passes à Châtillon, c'est pour cela que j'ai dit, si tu as passé à Châtillon, vous allez voir un grand bâtiment de 7 étages. Oh, 7 étages? Non, c'est 8 étages, parce qu'il n'y a pas de base. Le rez-de-chaussée était sous le sol maintenant. Donc, les familles savent que c'est dangereux. Ils ne peuvent pas continuer à vivre là-bas, mais il n'y a pas d'alternative, c'est pour ça qu'ils continuent. Et on continue dans les autres camps à construire de la même manière. On a des ingénieurs, on a des architectes, on peut bénéficier de leur capacité, mais ils sont interdits parce qu'ils ne sont pas membres du syndicat. On a des juristes, j'ai dit juristes palestiniens parce qu'on n'a pas le droit d'être avocat. Devant le tribunal libanais, je ne peux pas présenter parce que je n'ai pas la capacité de pratiquer 3 ans en Cisjordanie puis ensuite revenir. Et donc, je suis juriste. Et malgré ça, je suis juriste, j'ai étudié à Saint-Joseph l'éducation de droit, j'ai pris tous les certificats convenables et je suis juriste. Juriste qui n'a pas la capacité d'avoir un seul cas et gagner un seul sou pour la vie à travers l'éducation qu'il a fait. Et bon, comme moi, militant politique, je peux le transférer pour défendre les droits des Palestiniens en général. Mais comment continuer à avoir des capacités professionnelles comme ça? Il y a d'autres. Il y a maintenant un grand problème pour les Libanais, que les Palestiniens peuvent le résoudre facilement, et qu'on a offert à coopérer. Le problème du travail des infirmiers et des infirmières. Il y a la rareté du nombre des infirmiers et infirmières au Liban parce que la majorité passe au Canada. Ils payent beaucoup d'argent. Ceux qui avaient l'expérience, ils quittent les hôpitaux du Liban et passent au Canada. Ça donne une occasion pour, après 3 ans, une carte d'identité officielle canadienne, avec beaucoup de droits garantis de sécurité sociale, et très loin des contradictions libanaises qui peuvent amener d'un temps à l'autre à des accrochages militaires. Et donc, ils préfèrent aller au Canada. Et maintenant, les hôpitaux demandent aux Palestiniens, vous avez des infirmières dans la Croix-Rouge palestinienne, vous avez des infirmières dans les cliniques de l'UNRWA, s'il vous plaît, chaque infirmière qui a le certificat, qui a étudié à l'UNRWA dans l'école, qui a le certificat, on est prêt à l'accepter. Le syndicat des infirmiers a demandé aux Palestiniens d'envoyer les Palestiniens pour travailler dans les hôpitaux libanais. Un pas en avant. On a présenté une liste de 200 filles qui sont prêtes à travailler avec les Libanais. Parce que toujours dans les hôpitaux officiels, c'est plus les salaires que dans les hôpitaux de camp. Le ministre du Travail a dit qu'il faut avoir l'acceptation du ministre de la Santé. Oui, le ministre de la Santé a dit, cherchez-moi la liste, il y a les brevets scientifiques, c'est ma signature, autorisée d'appliquer leur science au Liban. Il faut avoir le permis de travail du ministère du Travail. Le ministre du Travail était à la télévision depuis 2 semaines. Lorsqu'on a demandé combien des étrangers avaient été... presque 100 000. Est-ce qu'il y a des Palestiniens? Non, non, non. Ce sont des Sri Lankais, des Éthiopiens, des travailleurs dans les maisons. Je suis fier à dire qu'aucun Palestinien n'a pas acquis un permis de travail par ma signature. Mais il y a le problème, l'interview, mais il y a le problème
des infirmières et qu'il y a beaucoup de Palestiniens qui travaillent de facto dans les hôpitaux, y compris dans les hôpitaux des propriétaires anti-palestiniens ordinairement. Et mais ils travaillent, ils touchent l'argent. Comment? Non, on ferme les yeux sur quelques nécessités et besoins temporairement. Essayons de résoudre le problème par la création de nouvelles classes pour la graduation, hein, mais jamais on n'autorise pas les Palestiniens. C'est ça, la continuité, comment on traite les Palestiniens d'une manière... Allah, supposez qu'un Palestinien est avait beaucoup de relations avec des hommes du pouvoir, etc. Supposez qu'il a fait des relations pour avoir un permis de travail. Et ça, c'était pratique. Les bancaires au Liban, originairement, la majorité étaient des Palestiniens. Parce que pendant la période de pétrole, beaucoup d'argent qui s'est venu au Liban. Envoyer l'argent pour qui? Pour la famille. Et la famille qui n'a pas de capacité de business ordinaire, réfugié dans les camps, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche un Palestinien avec beaucoup de confiance et pour investir l'argent avec lui pour avoir un peu de bénéfice pendant le temps. Donc ces gens ont commencé à avoir ou bien des bureaux de change et transférés à des banques. La plus forte banque au Liban était Banque Intra. Banque Intra était fondée par un Palestinien de Jaffa qui s'appelle Youssef Begas. Maintenant, deuxième banque au Liban, c'est la banque de Aoudi. Michel Aoudi, le propriétaire, c'est un Palestinien de Haïfa. Alors, lorsque tu es millionnaire, lorsque tu as beaucoup de capacités, tu seras muni par la carte d'identité libanaise facilement en prétendant que c'est rélibanisation d'une famille qui est passée du Liban en Palestine pour ensuite chassée par l'ennemi israélien. Ce n'est pas naturalisation des Palestiniens, pour ne pas encourager les autres à demander d'être équivalents. Bon, les Palestiniens qui étaient... voilà, si je suis le propriétaire d'une banque, mon frère est le plus trusted, le plus de confiance, c'est le directeur général d'une section. Moi, j'ai acquis la carte d'identité libanaise. Mais mon frère, bon, c'est différent. Là, sa famille, il continue d'être palestinien. Mais il travaille avec moi. Et j'ai confiance à qu'il... Je demande un permis de travail. D'habitude, au Liban, ne donne pas. Mais comme je suis le propriétaire de la banque, ah oui, en 15 jours, c'est pas. On donne un permis de travail. Conditionné immédiatement. Permis de travail à payer pour la caisse de service social. Obligatoirement, par la loi. La caisse de service social au Liban donne 3 services. Service familial pour l'éducation des enfants, service familial pour la santé de la famille et service de compensation après le travail, après 64 ans à retraite. Alors, chacun une portion de taxes, 8% pour la retraite et 15% pour les autres, et tu dois payer les 3. En bénéficie, le Libanais, lorsqu'il a un enfant à l'université, il peut demander, j'ai payé à l'université X, donc la ration qui était déterminée sera payée parce qu'il est... le Palestinien, non. Tu payes le tout, mais tu prends seulement la retraite après 64, pas avant. Donc, friser, immobiliser l'argent palestinien payé, et en attendant qu'il peut vivre 64 ans. Alors, pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il ne peut pas prendre les services sociaux de santé et d'éducation en tant que l'UNRWA offre ça. Donc, le gouvernement libanais n'offre en compétition avec l'UNRWA ou bien ça, ou bien ça. Et nous, les Libanais, on préfère que vous continuiez avec l'UNRWA. Donc, vous payez par la loi et vous ne gagnez jamais que le trésor après 64 ans. Qui a
même la capacité d'avoir un permis de travail, sera fou à payer sans demander la récompense. Donc, les Palestiniens travaillent, et comme on travaille sans permis de travail, donc le propriétaire du travail, moins payé, moins salarié, beaucoup de temps et non garantie de sécurité. Si un travailleur palestinien dans la construction saute d'un étage, par exemple, par erreur, il aura besoin d'urgence. Non, s'il n'a pas un contrat privé avec une société de sécurité, il sera mort sur la porte de l'hôpital. Il n'accepte l'entrée même à l'urgence. Et beaucoup de gens ont perdu leur vie comme ça. Donc, dans ce domaine, comment demander à un jeune Palestinien que sa famille a essayé d'offrir le maximum pour l'éducation comme architecte, comme docteur, comme littéraire, comme avocat, etc. Et après, il aura la capacité de trouver un travail au Liban avec l'ascendance des guerres intestinales dans les pays arabes. Dans l'Arabie Saoudite et le Koweït, maintenant, ils n'acceptent pas de faire des contrats avec les Palestiniens du Liban et les Palestiniens de Syrie. Donc, où aller? Seule voie pour gagner l'argent et rester au Liban, aller avec les contacts clandestins par les réseaux clandestins des extrémistes islamistes. C'est pour cela il y a quelques-uns à Ain el-Helwi qui sont liés avec ISIS et avec Al-Nusra, etc., quelques Palestiniens. Oui. À Yarmouk, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que la suffocance économique et sociale empêche les Palestiniens à émanciper, à continuer de vivre ordinairement comme les autres. Cette discrimination basée sur la carte d'identité est incontrôlable de la part des régimes arabes et insupportable éternellement, surtout que les Israéliens, et dans les négociations de Oslo avec les Palestiniens jusqu'à maintenant, n'ont pas abouti à résoudre le problème des réfugiés palestiniens, n'ont pas touché sérieusement le sort des réfugiés palestiniens. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on diminue l'assistance à l'UNRWA, lorsqu'on diminue l'assistance au budget de l'autorité palestinienne à aider le peuple palestinien, soit en Syrie, soit au Liban, etc. Est-ce que vous imaginez un Palestinien syrien de Yarmouk, après 5 ans de destruction du camp, et qu'il était chassé en Turquie ou bien au Liban, qu'il était aidé par l'OLP seulement par $100, et c'était la capacité financière du régime de l'autorité, à dire nous n'avons pas d'argent, donc on a payé $100. 5 ans comme ça et $100. Lorsque ça, en Turquie, il sera contacté par les terroristes, il le rejoint parce que directement, il paye le minimum $1,000–1,500 pour gagner un combattant chez eux. Pourquoi transformer la jeunesse palestinienne en des terroristes? C'est la fabrication de la société légale libanaise qui a amené les conditions à convaincre les jeunes on n'a pas de futur que dans le cas où on peut obliger les gens à se rendre. C'est pour cela je vous laisse pour beaucoup de questions. Je m'excuse. Est intéressant sur la dérive de la non-application de lois et de droits au Liban, laisse libre cours au désespoir et à l'extrémisme. C'est le mot de la conclusion. On va peut-être échanger et là peut-être Sohail pourra développer davantage certains points, certaines questions. Voilà, donc la parole est à la salle pour essayer de poser des questions à Sohail. Il est là pour témoigner. Et surtout, peut-être on recentrera, moi je me permets, vous avez vu défiler les photos des camps. Comme vous voyez, les ruelles et l'architecture, elle est anarchique. C'est plutôt une absence d'architecture. Et la question essentielle, hein, alors là, les normes de sécurité,
On ferme les yeux, vous allez voir que c'est une absence de respect. Voilà. Oui. Au commencement de la porte, il y a une plaque et avec pour le compteur. Puis ensuite, ils disent, vous les Palestiniens, vous organisez les choses à l'intérieur, oui. Comme nous sommes beaucoup des architectures électriques. C'est comme ça. Oui. Lorsque il y a une panne d'électricité, un petit, sous la pelouse, passera pour changer. Depuis 2 semaines à Châtillon, il y avait un jeune qui était électrocuté. Et le nombre de décédés par ces accidents dépasse 100 personnes dans les années 5 derrière. On a demandé, on paye pour l'organisation de ces choses, canalisation souterraine, les... Bon. Il faut savoir que les canalisations d'évacuation d'eau usée et celles de l'eau potable, ou en tout cas pour se laver, passent dans dans la même rigole. Donc c'est vraiment un mélange de tout. Les câbles, comme vous avez vu, insécurité totale et danger imminent. L'architecture en elle-même, bon, juste une parenthèse, et puis je laisse la parole à la salle, il faut que vous posiez vos questions, hein, on ne va pas monopoliser la parole. Juste dire que comme il y a une restriction par rapport à l'étendue des surfaces de construction, on construit à la verticale, du coup, lorsque c'est autorisé. Et c'est n'importe comment, sans respecter aucune norme d'urbanité ou de règles de respect de salubrité. Alors, vos questions. Et c'est mixte, hein? C'est pour le passage de l'eau, oui. C'est pour l'électricité. Oui, on passe le micro, là, il y a des questions dans la salle. On ne vous intimide pas, hein, la parole est libre et Soël ne va pas... Oui, il y a une question là. Ouais. Bonsoir monsieur, bonsoir à toute la salle. Donc, moi je suis citoyen, simple citoyen, je suis militant politique et j'ai entendu à un moment dans votre exposé, vous avez parlé de votre engagement politique à un moment donné. Et moi je me pose la question parce que bon, je suis pas très au fait, je suis sensible aux questions de la situation des êtres humains dans le Moyen-Orient, mais je suis pas très au fait. Voilà, c'est mon histoire, quoi. Mais je suis sensible. Et en tout cas, vu de la France, on a le réflexe de charité, de don, de faire ce qu'on peut, quoi, voilà, de loin, de l'extérieur, loin avec notre regard de français, quoi. Et donc vous avez parlé de politique, et moi je me pose la question, je voudrais avoir votre avis, pourquoi faudrait se battre, pour quelles revendications faudrait-il se battre d'un point de vue ici en France, d'un point de vue international, concernant les réfugiés palestiniens, concernant les réfugiés en général dans la région, quelles revendications internationales, pour quelles revendications il faudrait se battre, quoi, politiquement, c'est-à-dire sortir de l'urgence et de la charité, mais se battre politiquement, quoi, et gagner quoi, des droits. Est-ce que vous avez des propositions en ce sens? Je voudrais votre avis. Merci. Soit il veut répondre peut-être. La solution politique, c'est clair, hein, le droit de retour. Laissez les Palestiniens réfugiés retourner chez eux. Mais c'est ça ce qui complique toute la situation dans le Moyen-Orient. Jusqu'à maintenant, les résultats des négociations et les résultats même des guerres n'ont pas abouti à réaliser la chose. Au contraire, les Israéliens ont pris la distinction entre 2 catégories de réfugiés. Les réfugiés de 1948 étaient complètement niés le droit de retour. Lorsqu'il y avait la guerre de 1967, à Cisjordanie, il y avait un flux de déplacés vers la Transjordanie, parce que dans le temps, c'était le royaume hachemite jordanien. Et ils étaient considérés comme des déplacés. Et la résolution de l'ONU, c'est laisser ces gens retourner encore en Cisjordanie. Après Oslo, l'accord et l'autorité, etc. Les Palestiniens originaires de la Cisjordanie
les citoyens de Naplouse, de Ramallah, etc., étaient laissés de retourner. Les réfugiés palestiniens dans les camps de Cisjordanie qui étaient chassés en Transjordanie, jusqu'à maintenant, ne sont pas autorisés à retourner. Donc, même un Jordanien qui a la carte d'identité, qui était en Cisjordanie, qui était chassé par l'occupation israélienne, maintenant l'occupation israélienne officiellement était finie, et les Jordaniens ni l'autorité palestinienne n'a pas la capacité de le laisser retourner chez lui. Donc, la solution finale, c'est de laisser retourner les Palestiniens. Voilà. Du point de vue pratique. Même que la situation n'est pas capable de facilement, avec l'augmentation des autres problèmes des réfugiés de la région. Les réfugiés syriens, les réfugiés irakiens. Et comment vous, Palestiniens, pensez à surpasser surtout du Liban, à surpasser les crises? Par l'assistance, ce n'est pas par une charité, par des projets qui seront au commencement financés par les Européens, les Américains, les autres, mais pour être productifs et d'être développement. Par exemple, lorsqu'on pense à avoir un hôpital pour les Palestiniens au Liban, qui sera palestinien complètement, la direction, le financement, la construction, les architectes, puis ensuite les docteurs, puis ensuite les nurses, puis ensuite les malades, et les médicaments seront achetés par les Palestiniens et donnés pour les pauvres Palestiniens. Si ça encourage même les Libanais à venir et à être guéris par des Palestiniens, ça améliore la situation, à minimiser les obstacles créés par le pouvoir et à changer la situation envers les cadres palestiniens. Bien. Comme Sohail, ça, on peut développer. Oui. Et c'est pour cela qu'il faut créer l'espoir de continuer jusqu'à le temps de retour. Donc, Sohail, bon, il faut être circonscrit un peu dans la réponse. Vous avez un peu entendu quand Sohail souhaite comme apport, c'est-à-dire par rapport à votre question, il a répondu, c'est le développement de projets, le développement de la coopération internationale sur les camps palestiniens. Et en retour, c'est vrai, c'est faire venir aussi pour la formation des cadres. Hein, donc, il y a matière à réfléchir là-dessus. Il y a eu d'autres questions ici. Le micro, c'est bon. Oui, donc on a eu une démonstration assez claire de l'absence absolue de droit ou de réduction extrême des droits de santé, d'éducation, de travail, d'habitat. Alors bon, pour un architecte et un enseignant français, ça laisse sans voix. Hein. Cette communauté, je ne sais pas d'ailleurs si on peut appeler, si elle se représente comme une communauté, ce groupe de Palestiniens très nombreux qui est là depuis 1950, quoi, à peu près. Hein. Quelle relation s'organise avec la Palestine, avec la Cisjordanie, avec Gaza, etc. D'une part, ça c'est la première question, parce que c'est une communauté qui doit avoir une identité très singulière, j'imagine, par rapport au peuple palestinien. Et puis, la deuxième question, c'est que par rapport à ces camps qui sont des ghettos, est-ce que, deux questions à l'intérieur de ça, est-ce qu'il y a finalement un marché de l'immobilier à l'intérieur de ces camps? C'est un peu cynique comme question, mais ça m'intéresse de savoir jusqu'où vont les choses, des spéculations, etc. Et est-ce que les populations palestiniennes du Liban peuvent aussi vivre à l'extérieur, outre la question des moyens, quoi. Hein. Voilà. Merci. Sohail répond à 3 questions et on va essayer aussi de passer dans la salle. Il y a des étudiants. Il y a d'autres questions. Oui, il y a sans doute aussi des questions d'étudiants qui sont en pleine formation, qui peuvent être aussi intéressés par l'aspect urbanistique, architectural également. C'est aussi l'objet de cette rencontre, c'est de pouvoir un peu exprimer les collaborations et développer les collaborations, et notamment par rapport à ce que vous avez vu, qui est un élaborement complet. Oui.
La relation entre les Palestiniens du Liban avec les autres parties des Palestiniens, c'est l'attachement à la cause palestinienne unifie beaucoup les gens. Même, on a une communauté en Chili, palestinienne, et on a une communauté en Australie. La majorité, lorsqu'ils ont une période de visiter le Moyen-Orient, ils visitent la Palestine en tant que Chiliens, puis ensuite ils passent au Liban pour voir la situation. Et donc, pratiquement, politiquement, nous sommes alliés et incorporés dans le mouvement national palestinien. L'OLP était fermée premièrement par des organisations de l'extérieur, des réfugiés pour le droit de retour. Et ça continue. L'attachement à la nation palestinienne est symbolique pour nous que s'il y a une portion de terrain sera nommée comme État palestinien indépendant complètement, on a la capacité d'aller, on va partir. Cela ne veut dire qu'on va quitter nos droits inaliénables de retourner à Haïfa, à Akka, maintenant appelé Israël. Mais, primo, s'il y a finir avec la situation au Liban par passer à Naplouse, à Ramallah, etc., donc les étapes pour regagner l'application pratique de droit de retour sera en conclusion avec ces relations entre les Palestiniens jusqu'à maintenant très fortes, et ça va continuer parce que nous sommes condamnés par une situation incroyable en Syrie, au Liban, en Irak. Alors pour les marchés dans les camps. Dans les deux camps au Liban, seulement il y avait deux marchés, à Ain el-Helwi et à Nahr el-Bared. À Nahr el-Bared, c'était le camp le plus principal, plus fort qu'à Tripoli, deuxième capitale du Liban. Parce que Nahr el-Bared, les terrains étaient larges et les Libanais, les propriétaires les grands propriétaires terriens, ils ont fait des branches de leurs travaux chez nous, dans le camp. Donc les paysans de Akkar, qui est le plus grand, viennent chez les Palestiniens prendre les choses moins payées, moins taxées qu'à Tripoli, et ils peuvent, selon les coutumes villageois, je te dis ma parole, la semaine prochaine je te donnerai $1000. Et il le fait ça, sans papier et tout. Donc avec les Palestiniens, il peut faire ça. Avec un Libanais dans la cité, il ne peut pas faire ça. Donc ils ont comme intermédiaire à faire le marché. Et c'est une des raisons pour détruire le camp. Parce que compétition, il y a beaucoup des grands commerçants en Tripoli qui n'ont pas l'intérêt de reconstruire le camp comme le centre économique. À Ain el-Helwi, jusqu'à maintenant, on essaye d'élargir ça. Mais la suffocance avec les positions de l'armée aux alentours, sous prétexte de ne pas laisser les terroristes infiltrer, oui, c'est jusqu'à maintenant est limité, mais il y a. Les gens de Ceyda, qui est la troisième cité au Liban, préfèrent de venir à Ain el-Helwi, acheter les maisons, les légumes, tout ça, moins payé que dans le marché ordinaire libanais. Parce que même ceux des villages qui ont, par exemple, les carottes, les bananes, etc., lorsqu'ils vendent pour les camps, ils vendent moins que le marché ordinaire. Ils savent que les Palestiniens sont pauvres. Donc, bénéficiant de ça, les Libanais pauvres exploitent la situation. Donc, l'économie continue, les relations par rapport au business de l'immobilier, Sohail, dans les camps, il a posé la question. Oui. Ou à l'UNRWA. Par exemple, sur le camp de Nahr el-Bared, quand Sohail a dit qu'il y a eu l'aide internationale, là se sont manifestés des propriétaires terriens libanais pour réclamer leur dû. Ils ont dit non, mais on ne vous permet pas de reconstruire, ou alors vous nous achetez le terrain. Et beaucoup d'argent est passé comme ça, oui, pour acheter le terrain. Et on n'a pas construit. Sans compter, comme disait Sohail à juste titre, la corruption. Et des Libanais et de l'autorité palestinienne. Bon. Oui, il y a d'autres questions. Peut-être terminer sur la survivance des Libanais ou par rapport. Est-ce que les réfugiés palestiniens peuvent vivre en dehors des camps? La moitié des Palestiniens réfugiés au Liban vivent en dehors des camps, jusqu'à maintenant. Et dans des régions, il y a une chose
parfois, comment expliquer les choses parce que ça diffère les nuances. Rapidement, Sohail, il y a d'autres questions. Dans la Bekaa, par exemple, la majorité des villages, etc., sont des chiites. Le camp sont des musulmans sunnites palestiniens. Malgré ça, les chiites prennent dans leur conscience que nous sommes les protecteurs des réfugiés palestiniens parce que eux, ils sont l'ennemi israélien qui a créé cette catastrophe. Dans d'autres places, même sunnites, ils disent non, on va reprendre notre terrain, même s'ils sont des sunnites, parce qu'on a besoin, les terres sont très chères et on ne bénéficie pas avec ça. Donc ça dépend. La continuité, il y avait une portion des Palestiniens qui était libanisée par la carte d'identité. Les libanisés, c'est-à-dire les chrétiens palestiniens ont été offerts selon le prétexte d'augmenter le nombre de chrétiens libanais. Donc, ils ont absorbé les chrétiens palestiniens. Seul qu'il y a quelques Palestiniens chrétiens qui ont refusé. Ils ont dit, soit libanais, soit américains, soit réfugiés palestiniens. On veut préserver notre nationalité palestinienne pour le droit de retour. La carte d'identité ne change pas notre allégeance à la Palestine. Pour les autres, il y a quelques sunnites palestiniens qui étaient encore naturalisés. Avec la montée de Hezbollah et de Amal dans le pouvoir libanais, ils ne peuvent pas dire que les chiites palestiniens n'étaient pas naturalisés. Donc ils ont dit, non, ce ne sont pas les Palestiniens, ce sont les 7 villages du sud qui étaient dans le recensement libanais et français de 22 et qui étaient considérés comme en Palestine, mais qui étaient libanais. Donc oui. on revient à la carte d'identité libananisation. Bon, on passe la parole à... Oui, merci. Bonsoir. Pour votre exposé. Vous parlez sur les camps de réfugiés du Liban. Là, les problèmes des réfugiés palestiniens ne se résument pas simplement au Liban, mais les peuples palestiniens, c'est un peuple de réfugiés dans leur propre terre. Ainsi, on a des camps de réfugiés en Cisjordanie, compris avec les sièges de Gaza qui durent depuis 10 ans. Un siège de Gaza où vraiment la reconstruction, après les derniers bombardements de 2004, a coûté énormément avec des sacrifices et beaucoup de travail et de volonté de la part des Gazaouis. J'aimerais aussi souligner un autre aspect à propos du conflit syrien, là, et les camps de réfugiés palestiniens qui a été assiégé pendant on peut dire des années. Ces camps de réfugiés étaient dans une situation humanitaire très précaire, où le siège a duré longtemps et plusieurs représentants des Nations Unies ont demandé à Israël d'utiliser les droits de retour des Palestiniens en Israël. Et Israël a systématiquement refusé ces droits, même sur le plan humanitaire. Donc je tenais à souligner ces détails pour rappeler l'événement de l'actualité. Bon, Sohail répond, on va essayer peut-être de grouper les questions. Oui. Bonsoir. Allez-y. Tout d'abord, en tant qu'étudiante de l'école et puis membre aussi d'Imhotep. Et on voudrait bien que d'autres étudiants s'expriment également. Je tiens à vous remercier de votre présence. C'est un grand honneur de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Ma question se reposait sur par rapport à la situation actuelle et à la grande vague de migration des Syriens, notamment au Liban, en Syrie. Vu ce qui s'est passé, l'Arabie Saoudite n'en avait accepté aucun, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, le Qatar. Mais c'est un... D'accord. Il y en a 2 millions qui ont été acceptés en Liban et... Oui. Non, mais bon, on ne va pas polémiquer sur les chiffres, on va continuer. Et 1,5 en Syrie, en Jordanie. Ma question est, face aux Palestiniens qui sont déjà présents sur le territoire, cette vague-là de Syriens, comment est-ce que c'est réparti finalement sur le territoire et comment est-ce qu'eux aussi vont investir le territoire et finalement habiter et cohabiter avec les Palestiniens qui, eux déjà, sont sur un territoire libanais qui n'est pas le leur en fait. Et comment ça se passe en fait finalement tout ce mélange-là. Ok. Merci. On laisse la parole à Sohail pour un temps de réponse
Et puis après, on va essayer de continuer l'échange avec nos chers étudiants. Alors, pour les Palestiniens de 48 en Israël, c'est différent des Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza. Il y a les camps, il y a des réfugiés, mais ça diffère. En Israël, ils ont donné la carte d'identité pour les Palestiniens qui avaient resté. 1,5 million maintenant sont des Arabes palestiniens en Israël, qui ont beaucoup de droits, plus que dans le monde arabe, malgré que c'est l'occupation israélienne qui a changé même l'identité des villes. Deuxièmement, pour les Palestiniens réfugiés en Cisjordanie et à Gaza, on a adopté une chose qui diffère. L'UNRWA donne l'assistance, comme dans les autres pays. Mais les droits politiques diffèrent. S'il y a une élection pour les députés, pour élection pour les responsables politiques, les Palestiniens réfugiés participent. Parce que les députés doivent décider des choses politiques de la cause palestinienne et du futur des Palestiniens. S'il y a des problèmes, des élections municipales, les réfugiés palestiniens ne participent. Vous voyez, depuis 4 ans, on avait l'élection municipale. Maintenant, on a un appel aux élections municipales. Les camps des réfugiés ne participent pas. Ils participent à une élection des comités des camps pour les travaux des municipalités, mais pas. Pourquoi? Parce que les municipalités, c'est pour un quartier décidé sur le terrain. Les Palestiniens réfugiés est considéré transférés d'une autre place et puis ensuite ils allont retourner. C'est du point de vue légal, théorique, l'application. Ce n'est pas grave. La même chose, ces comités travaillent comme les municipalités. Pour l'affaire des Palestiniens et dans le grand tumulte des réfugiés syriens. Au Liban, il y a une distinction très claire entre les Palestiniens du Liban, réfugiés depuis 70 ans, les réfugiés palestiniens syriens qui sont venus au Liban et les Syriens. Pour les Syriens, ils sont adoptés sous l'égide de UNHCR, c'est-à-dire ils ont enregistré officiellement le compte syriens, ils sont payés chaque mois et ils ont droit à résidence, etc., etc. Beaucoup de choses qui étaient offertes selon les critères internationaux. Pour les réfugiés palestiniens de la Syrie, non, ils ne sont pas considérés comme des réfugiés et comme demandant asile d'un pays en guerre. Ils étaient considérés comme des étrangers en visite. Ils doivent payer sur l'entrée $20 pour chaque petit pour donner une autorisation d'entrée au Liban. Et pour avoir la résidence pour 6 mois, ils doivent payer $200 pour chacun des familles. Et en même temps, comme ils sont considérés des étrangers en visite, ils sont empêchés de travailler ou bien d'avoir les choses sociales de guérison, etc. Donc, ces 7000 Palestiniens, 70 000 Palestiniens qui étaient arrivés avec les vagues de la destruction des camps, surtout du camp de Yarmouk, étaient diminués complètement parce qu'ils ont préféré de retourner dans d'autres camps de réfugiés palestiniens en Syrie qui ne sont pas dans la guerre. Il y a quelques dispersés qui ne sont pas dans la guerre. Donc, il y a un transfert d'augmentation du nombre de réfugiés palestiniens syriens en Syrie, dans les camps de Syrie, qui sont traités par toutes les autres, soit pro-gouvernement, soit anti-régime syrien, comme des citoyens ordinaires en cas de besoin. Lorsqu'il y a une ambulance pour un Syrien malade, l'ambulance vient pour un Palestinien malade dans le camp des réfugiés. Il n'y a pas de discrimination là-bas, même dans la guerre, tandis que pendant la paix, il y a une discrimination contre la situation des réfugiés palestiniens au Liban. C'est pour cela que j'ai insisté à discuter de la situation des Palestiniens du Liban. Si on a besoin de parler de Gaza, oui, on a besoin beaucoup d'aide. 40% de la destruction des maisons n'était pas reconstruite, mais
je vous encourage à demander à un citoyen de Gaza de venir et d'exposer. Bien, Souhail, on va passer la parole à une autre question. Il faut avoir des réponses courtes. On va essayer de synthétiser. France Chabert. Merci. Je voudrais simplement revenir sur la question de quel projet, parce que effectivement la coopération, soutenir les réfugiés, aider les camps, aider des projets là-bas, bien sûr, il y en a eu beaucoup des projets. Il y en a beaucoup qui sont soutenus par des ONG, qui sont soutenus parfois par des États, qui sont soutenus même par l'Union européenne. Le problème aussi, c'est que bien souvent, ces projets, ils sont démolis, ils sont bombardés. Et jamais il n'y a de sanctions. Et là, ça me paraît quand même important. J'aimerais quand même vous demander ce que vous pensez de l'action boycott, des investissements, sanctions, qui ici est criminalisée. Nous avons des gens qui agissent pour le boycott, pour les sanctions. J'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. Bravo. Souhail. Je suis totalement d'accord avec vous qu'il y a beaucoup de domaines pour une coopération à régler des fautes et des points faibles dans la lutte des Palestiniens. Surtout, la punition internationale sur l'aéroport de Gaza a été construit par l'argent et garanti par un accord avec Israël de ne pas être détruit. Puis ensuite, les Israéliens ont détruit. Qui va demander? L'autorité palestinienne est faible à demander la récompensation, mais l'ONU doit demander. Qui peut influencer les Américains à empêcher ces capacités? Paralyser les capacités des Palestiniens, c'est à cause de la faiblesse des régimes arabes, à cause de la faiblesse encore des Palestiniens. Donc la lutte sur la ligne légale au niveau international a besoin de beaucoup. À Bruxelles, il y a le comité international de l'Europe. Il faut bouger la chose. L'autorité palestinienne ne fait aucune chose pratique. Les ONG, ce n'est pas suffisant. C'est pour cela, lorsque j'entends comme ça, BDS est une chose très importante dans notre lutte pour imposer des sanctions sur Israël, mais encore pour faire bouger les autorités palestiniennes à continuer la lutte et pour faire bouger les Arabes à avoir une capacité de soutenir pratiquement les Palestiniens. D'autres choses, ONG, ils ont besoin de donner des capacités et d'avoir des résultats pratiques. Nous, les Palestiniens, au Liban, maintenant en Syrie, on a besoin d'éduquer nos enfants. Donc, université pour les Palestiniens est très nécessaire. La nécessité est imposée maintenant. Comment aider les Palestiniens à avoir une université pour les réfugiés palestiniens? Ça, une chose qu'il faut. Les Palestiniens à détailler, les autres pro-palestiniens à aider. Pas seulement financement, mais encore le curriculum, les capacités, la construction, l'architecture, tout ça, on a besoin de ça. Deuxièmement, on a besoin d'un hôpital central pour tous les Palestiniens réfugiés. Les Palestiniens de la Syrie qui sont passés au Liban, lorsqu'il est malade, il n'était pas guéri, que le retransporter de nouveau en Syrie où il sera dans des hôpitaux comme les Syriens. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un hôpital pour les Palestiniens suffisant à faire guérir les gens. Donc, les deux plans pour un hôpital central pour les Palestiniens, une université pour les Palestiniens, pas à pas, et en même temps, les syndicats, les bars des avocats en France, n'importe dans quel pays, d'exercer des pressions sur les Libanais, sur les syndicats libanais, à accepter les Palestiniens. Lorsque la France essaye de dire que le Liban a besoin de 100 millions de dollars d'aide pour les réfugiés et pour aider le fardeau, ils doivent demander 10% des travailleurs pour la distribution des choses pour les réfugiés seront de ces réfugiés eux-mêmes. Si les réfugiés seront en distribution de rations alimentaires, ça, pour les Syriens, ils doivent employer des Syriens. Si pour les Palestiniens, ils doivent employer les Palestiniens.
les dons doivent être conditionnés d'appliquer un processus humanitaire pour les gens jouent un rôle pour leur communauté en attendant le cessez-le-feu et le retour chez eux. Souheil, on va peut-être passer à une autre question. Il y a pas mal de questions encore. Il y a une étudiante. Alors moi j'aurais deux questions. Je suis peut-être une des seules dans la salle pour qui c'est pas très clair. Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il y a un business, une économie organisée qui se fait sur le dos des réfugiés, sur le dos des Palestiniens? Et si c'est le cas, est-ce que le Liban a vraiment intérêt? Est-ce que la situation change et est-ce que les Palestiniens trouvent une terre pour les accueillir? Puisqu'en fait, ces camps, c'est une mine d'or de travailleurs expérimentés et peu chers. Le problème n'est pas seulement économique. Le problème, premièrement, de la volonté politique entre les deux parties, surtout les Libanais, qu'ils acceptent le fait accompli que les Palestiniens, résoudre le problème des réfugiés palestiniens, ce n'est pas facile. 70 ans jusqu'à maintenant ont passé et ils n'acceptent pas d'octroyer aucune aide pour les Palestiniens. À aucun niveau. Je vous ai dit que depuis 10 ans, ils ont chassé même des écoles secondaires, les Palestiniens. Pour regagner un traitement ordinaire entre les deux peuples et pour l'acceptance de l'un de l'autre, c'est-à-dire que les Palestiniens acceptent l'autorité sécuritaire libanaise d'une part et que les Libanais acceptent de donner les droits de l'homme complètement et traiter les Palestiniens comme êtres vivants. Est-ce que vous connaissez que 10 000 Palestiniens jusqu'à maintenant n'ont pas une carte d'identité, ne sont pas enregistrés ni dans le NOA ni dans le gouvernement libanais? Une femme palestinienne qui est élevée au Liban, mariée à un Libanais, mais elle n'a pas la carte d'identité, donc ni le mariage est enregistré, ni les dérivés sont enregistrés, donc on augmente le nombre des apatrides dans le même processus. Il faut changer quelques lois, il faut que l'aide sera pas seulement aide financière, les finances des Palestiniens. Il y a l'UNRWA qui paye beaucoup d'argent, des millions d'argent à travers les employés et les services. Il y a des millions des intermittents palestiniens qui viennent de ceux qui ont travaillé, soit en Amérique, soit dans les pays du Golfe, qui restent maintenant, qui envoient à leur famille des millions de dollars chaque année. Nous sommes des ressources pour l'économie libanaise parce qu'on dépense nos argents dans l'économie. Tandis que lorsqu'un Sri Lankais travaille chez les Libanais, il gagne l'argent pour l'envoyer à sa famille en Sri Lanka. Et c'est son droit. Mais donc, nous ne sommes pas des fardeaux sur l'économie libanaise, nous sommes une injection positive dans l'économie libanaise. Ce n'est pas seulement une chose mais, économique, c'est politique et c'est encore chez quelqu'un discrimination raciale basée sur la carte d'identité. Merci Souheil. On a bien compris qu'il faut conditionner l'aide internationale par une obligation, en quelque sorte, des autorités libanaises pour faire travailler et produire des Palestiniens ou des réfugiés syriens lorsque l'aide est destinée aux Syriens. Donc ça, c'est quand même une bonne monnaie d'échange pour permettre effectivement de sortir de cet étranglement. Il y a une autre question là. Merci beaucoup Souheil pour avoir présenté finalement une question qu'on croit connaître. Parce que la question, quand on s'intéresse bien sûr à la question palestinienne, on accueille souvent en France, hein, tu n'es pas sans le savoir, en Europe, partout ailleurs, des militants, des enseignants, enfin bon, bref, des Palestiniens qui viennent nous expliquer précisément aussi ce qui se joue dans les territoires palestiniens, en Palestine, hein, la zone A, la zone B, la zone C, etc. Et c'est vrai que c'est important de saluer ton intervention parce que rarement est évoquée aussi précisément que cela la question des réfugiés palestiniens qui vivent hors de Palestine, là précisément au Liban. Pour m'être rendu 2 fois en Palestine, ça m'évoque la zone C, les territoires occupés en zone C, sauf que les camps que tu présentais, sauf que les habitants, les Palestiniens des camps que tu présentais, ils ont une liberté de circulation. Et bien évidemment, quand je dis ça, je n'oublie pas tout ce qui relève des discriminations, on freine l'accès aux droits les plus élémentaires, etc. etc. Mais on ne peut pas s'empêcher de faire ce lien, et Jean-Michel Dutreuil de poser la question déjà, donc je n'y reviens pas.
Ce qui m'intéresse aussi, parce qu'on a parlé de BDS et parce qu'on n'oublie pas BDS, il y a aussi une actualité à connaître. Fin août 2016, c'est la fédération, lors du 39e congrès de la Fédération internationale Ligue des droits de l'homme, enfin, la Fédération internationale Ligue des droits de l'homme a reconnu l'intérêt de soutenir BDS, preuve qu'il y a un mouvement qui s'amplifie, qui est désormais international, donc c'est bien aussi de le dire précisément là. Je reviens sur la question de la coopération. Tu as rappelé que la diaspora palestinienne, elle contribue d'abord, en premier lieu, me semble-t-il, hein, à accompagner, à soutenir les Palestiniens vivant dans les camps de réfugiés au Liban. Quelles sont des ONG aussi, hein, avec les limites que tu précisais, concrètement, parce qu'on est dans un établissement d'enseignement supérieur et puis parce qu'on a un petit peu creusé cette question un peu en amont, et c'est une question qui t'intéresse, parce que tu es en tournée en France et en Europe, là, pendant une semaine, France et Genève et la Suisse, et je sais que c'est une question importante pour toi. Concrètement, pour avoir un exemple, quel type de coopération avec les libertés, tu as beaucoup parlé d'éducation, d'enseignement supérieur au Liban, tu nous as rappelé que les universités très souvent étaient privées, d'accord? Est-ce qu'il existe des exemples de coopération concrète, hein, par exemple avec une université privée libanaise qui peut s'engager avec une autre université française ou ailleurs en Europe et qui peut monter un projet qui va servir directement, accompagner concrètement un projet qui va concerner directement ces camps de réfugiés. Voilà, juste un exemple un peu concret pour savoir comment nous aussi, on peut être en capacité de continuer à réfléchir intelligemment et concrètement. Merci Léla. Donc, je crois très vite à dire que échange de visites. Quelques-uns de vos élèves a visité le Liban et a visité les camps pour voir qu'est-ce qu'on peut faire et faire des contacts avec des ingénieurs palestiniens là-bas. Comment aider et s'entraider. Deuxièmement, si vous pouvez coopérer à avoir quelques bourses, opportunités pour quelques secondaires palestiniens à venir ici pour étudier, sachant que la situation est économique pour leur famille. Donc, absorber une portion ici et là, ça aide dans les visites mutuelles et pour mieux comprendre. Troisièmement, s'il y a un projet d'accord sur l'amélioration de la situation d'un camp palestinien, par exemple, pousser la construction complète du Nahr el-Bared et aider à faire la chose très vite, ça a besoin d'une pression politique d'une part, mais il a besoin encore des ONG qui coopèrent avec la société libanaise et la société palestinienne pour créer beaucoup de faits sur le terrain à ne pas retarder la chose éternellement comme il s'est fait avant 10 ans. Donc, il y a beaucoup. Si on commence par le minimum, on peut développer. Alors, Sohail, juste un exemple, si tu permets, par rapport à ce que disait Léla. Est-ce qu'il y a un projet concret qui a été mené dans le cadre privé? Bon, on va parler du Libanais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été réalisé? Est-ce que tu peux donner un exemple de cette coopération sur le terrain? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été faites? Parce qu'on a connu beaucoup d'ONG. Il faut savoir que sur le sol libanais, il y a plus de 8000 ONG et associations. Il n'y a que 2000 qui sont réellement présentes sur le terrain. Et sur les 2000, à peine 200 qui mènent des actions. Voilà. J'ai dit, on commence par les visites parce que la première contact avec quelques responsables de l'UNRWA, ils ont à Sibline, près de Céda, une partie du terrain où il y a un centre éducatif professionnel là-bas. Et j'ai parlé avec eux, moi, en tant que représentant d'une organisation qui travaille pour la construction d'une université au Liban, pour les Palestiniens. J'ai contacté eux, j'ai dit qu'il y a beaucoup de terrains vides. Est-ce qu'on peut prendre une partie des terrains pour la construction d'un collège, après un collège, troisième collège, on demande l'autorisation de l'université parce que c'est ça par la loi libanaise. Les responsables ont changé l'idée, puis ensuite ils ont dit, celui qui était italien, il a dit, bon, je vous encourage, je continue, et moi je suis prêt à
signé de donner les terrains convenables pour une université palestinienne. Le Palestinien a hésité, un autre responsable palestinien, ils étaient 3 Palestiniens. Les Palestiniens ont hésité. Il a dit il faut mieux étudier la chose. Un autre, qui était dans le temps un Américain, il a dit si vous pouvez continuer ça, à bien matérialiser les choses, nous sommes bien prêts à étudier l'affaire. Ben, on peut vous aider à travers USAID. Chez nous, les Palestiniens, USAID, c'est-à-dire vous êtes un agent pour les Américains. Refusez, même l'aide américaine, elle est refusée. Donc on demande de remplacer ça par l'aide européenne. C'est plus facile à accepter pour les Palestiniens. Comment aider les Palestiniens? C'est à travers des gens. Lorsqu'on dit architecture ici, hein, moi, je suis prêt à prendre une visite de quelques jeunes de chez vous pour voir la place, pour visiter la place, pour discuter avec les responsables et pour que ces responsables soient en réalité visant qu'on travaille pour réaliser la chose. Ce n'est pas seulement une chose imaginaire d'avoir une université. Dans l'université, on peut créer la section médicale et la section médicale sera obligatoirement d'avoir un hôpital lié pour l'application. Donc, ça peut créer la chose une pas après l'autre. Ce sont mais les si projets. on commence par l'acceptation de l'idée de coopération. Oui. Alors, ce sont les projets, Sohail. On a bien compris qu'effectivement, il n'y a pas de modèle réellement présent dans l'enseignement supérieur. Il y a des coopérations, mais comme disait Sohail, qui peuvent être soit effilochées, soit développées. Maintenant, de projets concrets d'université au Liban, pour les Palestiniens, il n'y a pas eu. Moi, je peux citer juste un exemple de la Croix-Rouge internationale, le CICR, a essayé de développer les services d'urgence et de soins intensifs. Mais ils ont mené l'expérience que dans l'hôpital de Beyrouth, Rafiq El-Hariri, et cette expérience permet d'ouvrir 100 lits pour les nécessiteux libanais, palestiniens et syriens. Le concept, c'était de dire on fait pour tout le monde. Comme ça, il n'y aura pas de critique. Et les politiques acceptent d'entériner le projet. Ce groupe de travail a commencé à œuvrer et il y a eu recrutement à la fois de médecins palestiniens, donc du Croissant Rouge et de la Croix-Rouge, et de Libanais, et puis de quelques Syriens qui ont été résorbés. Alors, on clôture un peu le débat parce que le temps passe. Oui, je le cède la parole à notre amie présidente de l'association qui nous a invités. Le mot de la fin. Merci beaucoup. Il y a encore plein de questions, j'en suis sûre. On va arrêter là pour ce soir. En amphi, on vous libère. Par contre, on peut continuer si jamais il y a des questions, peut-être en haut dans la cour. Voilà. Oui, on est à votre disposition pour parler à bâton rompu. Merci à tous.